Ce qu'on aime tous dans les mangas, c'est les déchaînements de puissance. Ça explose, ça se transforme, même les héros semblent immortels. Mais tout ça, c'est agréable à regarder car il existe une chose, la suspension de l'incrédulité. C'est un concept en littérature et cinéma qui veut que, dans une histoire, on est d'accord pour croire tout et n'importe quoi tant que ça a l'air un minimum crédible. On met son cerveau en pause. C'est grâce à ça qu'on arrive à aimer l'histoire d'un garçon singe extraterrestre qui brille dans le noir et qui tire des rayons d'énergie capables de détruire une planète. Oui, c'est le scénario de Dragon Ball, vu par nos darons. Sauf que parfois ça va trop loin. Il y a tellement d'incohérences que ça nous fait complètement sortir de l'œuvre. Pour remédier à ça, il existe sur YouTube un genre de vidéo qu'on appelle la manga science. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tenter par la science d'expliquer le fantastique et les incohérences de nos mangas favoris. Où Sangoku stocke-t-il toute son énergie? Dragon Ball Z est connu pour avoir un des personnages les plus puissants de l'univers des mangas. Là où les héros s'arrêtent généralement à la destruction d'une montagne, ce qui est déjà balèze, Dragon Ball, c'est des personnages comme Cell ou Freezer qui sont capables de détruire une planète. Sauf que voilà, un tel projet de destruction, ça demande beaucoup d'énergie. Des milliards de joules, soit donner en un instant l'équivalent de 12 jours de toute l'énergie émise par le soleil. Essayons de retranscrire ça à la réalité. Un cycliste très fort produit 1000 joules par seconde. C'est à peine assez pour allumer un toaster, comme ici dans cette expérience. Maintenant, dans Dragon Ball, vous connaissez sûrement le scooter. Non, pas lui. C'est un outil qui permet de calculer la puissance émise par un individu. C'est pas la puissance que tu as en toi, c'est celle que tu dégages. Un peu comme nous, dans la réalité, on dégage de la chaleur et un léger champ électromagnétique. Alors, essayons de voir ce que ça donne dans Dragon Ball Z. Un humain normal, c'est 5 unités. En comparant aux autres personnages et aux performances des cyclistes dans la vraie vie, on peut raisonnablement imaginer qu'il y a une corrélation linéaire, et que donc notre cycliste à 1000 joules seconde serait entre 10 et 20 unités. C'est pas beaucoup. Transformé en Super Saiyan, Sangoku est à 150 millions d'unités. Il peut donc théoriquement émettre au moins 10 millions de fois plus d'énergie qu'un athlète surentraîné. Chaque seconde émane de lui l'énergie de l'arme non nucléaire la plus puissante du monde. Pour produire ça, il faudrait l'équivalent de toute la nourriture mangée par un humain en 80 ans de vie chaque seconde. Mais attends, parce que quand on parle du Kamehameha, ça devient complètement fou. Dans la réalité, oui, on peut produire des Kamehameha. Pour ça, il suffit d'avoir une quantité astronomique d'énergie dans un point précis pour créer un plasma avec l'air environnant. C'est un peu comme un mini-soleil que Son Goku arrive à créer. Sauf que si j'étais lui, j'y approcherais pas trop mes mains. Un Kamehameha dans la réalité, c'est théoriquement plus de 10 000 degrés. La question c'est où ils stockent toute l'énergie pour produire ça. Les humains normaux stockent une grande partie de leur énergie dans la graisse. Ce petit bout de gras là que tu as sur le ventre, c'est littéralement des piles, des batteries portatives. Du coup, pour avoir autant d'énergie, Sangoku devrait être un énorme, mais alors énorme obèse. Sur internet, des scientifiques se sont amusés à calculer combien de calories, donc combien d'énergie biodisponible, contenait la totalité du corps humain. Ils ont trouvé le nombre de 150 000 calories, soit quand même 650 millions de joules. Ce qui permettrait à Sangoku de tenir en Super Saiyan 0,04 secondes. Le seul moyen que Sangoku aurait de puiser autant d'énergie dans un si petit corps, c'est de l'épuiser au niveau même des atomes de son propre corps. L'équation E égale MC2 permet de savoir combien il y a d'énergie atomique potentielle au sein du corps humain, 6,7 fois 10 puissance 18 joules. Et c'est titanesque. Ton corps contient plus d'énergie que l'explosion nucléaire la plus puissante du monde. Ton corps contient plus d'énergie que ce qu'émet le soleil pendant une seconde. Malheureusement, pour disposer de cette puissance, il faudrait pouvoir injecter encore plus que ce que tu pourrais en récupérer. Et c'est malheureusement toujours pas suffisant pour détruire une planète. Peut-on vraiment arrêter le temps? Vous connaissez forcément JoJo Bizarre Adventure et son légendaire... Le temps est arrêté. Personne ne bouge, sauf Dio qui peut se déplacer dans son environnement, se placer derrière son ennemi et le frapper par surprise. Mais voilà, scientifiquement c'est compliqué. Alors, quand j'étais enfant, je me demandais, quand t'arrêtes le temps,
t'arrêtes aussi les grains de poussière, t'arrêtes aussi l'oxygène. Du coup, tu pourrais pas bouger et l'air serait comme un mur, des lames de rasoir. Pire, tu arrêtes aussi les photons, donc la lumière. Ça veut dire que tout ce que tu regarderais serait complètement chaotique. Pour comprendre le vrai problème que c'est d'arrêter le temps, faut que je vous parle du film Interstellar. Il y a cette scène qui m'a beaucoup marqué, la fameuse planète près du trou noir. À cause de la gravité extrême de l'astre, le temps est tellement dilaté qu'une heure près du trou noir représente 7 ans sur Terre. Dans le film, l'équipe A reste bien au chaud dans le vaisseau, pendant que l'équipe B part à l'aventure en direction du trou noir. Fatalement, quand l'équipe B va revenir 3 heures après, l'équipe A aura vécu 23 ans. Vous êtes l'équipe A, bien au chaud. Vous regardez l'équipe B voyager au loin en direction du trou noir. Ce que vous voyez, c'est l'équipe B qui serait très lente. Genre comme si pour elle, le temps s'était arrêté. Et c'est ça qui est fou. En physique, le temps n'est pas fixe. C'est une perception. Une perception qui va dépendre de ta gravité et de ta vitesse. Si tu vas très très vite, tu vas avoir l'impression que le temps autour de toi est plus lent. Et ce principe, on en a un exemple sur Terre. Faut juste regarder au-dessus de vous, c'est les satellites GPS en orbite autour de la Terre. Ils se déplacent très haut et très vite. 10 000 km/h quand même. Et vous savez ce que ça implique ? Pour un satellite, le temps avance plus vite que sur Terre de 38 microsecondes par jour. On peut imaginer que c'est ça, le vrai pouvoir du stand de Dio. Il permet de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière, au point que tout ce qui l'entoure lui apparaît comme totalement fixe. Sauf que voilà, est-ce qu'on peut survivre à une telle accélération ? Passer de 0 à plus d'1 milliard de km/h en une seconde. Dites-vous que le record du monde dans la réalité, c'est John Paul Stapp, et la vitesse qu'il a atteint, c'est 1000 km/h en une seconde. Il est ressorti de cette expérience aveugle et les os en bouillie. Et bien pour Dio, c'est genre 1 million de fois plus. Compliqué, hein ? Surtout qu'il y a un autre effet qui se coule. Dio, quand il accélère, il touche aussi les atomes de l'air, donc il leur donne de la vitesse. Quand le temps revient à la normale, t'es censé avoir une onde de choc qui raserait la ville entière. Un autre problème de temps dans les mangas, on le trouve dans Dragon Ball Z. Il existe dans le palais de Dieu la salle de l'esprit et du temps. Une pièce où le temps s'écoule plus lentement. Une journée sur Terre, c'est 1 an dans la salle. Les héros vont donc l'utiliser pour pouvoir gagner en puissance le plus rapidement possible. Pour le référentiel terrestre, parce que pour les héros, c'est 1 an qui s'écoule. Une telle salle, avec la relativité générale et un peu de magie, ça peut techniquement exister. Mais avec ce qu'on vient de dire, je pense que vous voyez le problème. La porte. Si tu mets la main à travers la porte, ta main va aller beaucoup plus vite que l'arrière de ton corps. Un jour étant égal à 1 an, ça veut dire que ta main va 365 fois plus vite que ton corps. Cette porte, c'est un coup à finir en spaghetti. Mais ce qui est drôle avec cette salle, c'est qu'à un moment dans l'histoire, Piccolo va envoyer un message télépathique à Trunk et Son Goten qui se trouvent à l'intérieur de la salle. Est-ce que vous voyez le problème ? La voix 365 fois plus lente. Peut-on frapper à distance avec un coup de poing ? On le connaît tous, ce coup de poing ou ce coup d'épée qui arrive à détruire ou trancher des objets à distance rien qu'avec la pression de l'air. On peut voir ça dans One Piece et Naruto et ça a l'air crédible, parfois ça l'est moins. Dans Seven Deadly Sins, le gars tranche une montagne avec une branche d'arbre, un bout de bois. Il y a un manga qui a poussé le délire de l'onde de choc encore plus loin, c'est One Punch Man. L'histoire d'un super-héros à la puissance démesurée qui s'ennuie faute de trouver un adversaire à sa taille. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle du combat amical contre Genos. En un coup de poing, la montagne derrière lui est rasée. Et je vais vous étonner, mais faire ça avec de l'air, c'est pas impossible non plus. Une onde de choc peut ouvrir le ciel en deux. Une onde de choc peut détruire des objets à distance. C'est même le principe d'un objet rigolo, le canon à air. Non attends, ça c'est un jouet, je veux un vrai canon à air. Une explosion c'est pareil. Ce qui est le plus destructeur, c'est pas la chaleur, le feu, c'est l'onde de choc, l'air comprimé et propulsé qui brise tout sur son passage. C'est pour ça qu'on fait exploser les ogives nucléaires un peu avant qu'elles touchent le sol pour maximiser le blast. Le premier souci ici, c'est que l'onde de choc, elle va partir dans toutes les directions.
techniquement Saitama doit aussi être blessé par son propre coup de poing. L'autre souci, c'est la puissance que ça demande. Il faut au minimum la puissance de la Tsar Bomba pour rayer une montagne de la carte. Ce qui est encore plus impossible, c'est qu'une lame puisse trancher aussi parfaitement des objets à distance. Déjà parce qu'une lame bien aiguisée est aérodynamique, donc plus compliqué de produire une onde de choc digne de ce nom. Mais surtout, une onde, ça se propage. Le résultat d'un coup d'épée infiniment puissant serait une destruction plus qu'une découpe. Pour vraiment réussir à être clean, il faudrait s'inspirer du découpage à jet d'eau, faire sortir l'air d'un tout petit tube à un niveau de pression extrême. Ce principe existe aussi avec les pistolets abrasifs, où c'est de l'air, mais surtout du sable, qui permet d'éroder les objets. La seule explication logique, c'est que l'âme soit imprégnée d'une sorte d'énergie solide. Un peu comme le chakra dans Naruto. Celui-ci peut s'étendre, s'allonger, se propager en ligne droite, faut juste assumer que c'est un concept qui n'existe pas dans la réalité. Une énergie d'ailleurs qui a la gentillesse de ne pas trop abîmer les vêtements. Parce que ok, un coup de poing est capable de couper le ciel en deux, un rayon d'énergie peut carboniser l'environnement sur des kilomètres, mais par contre, la coupe de cheveux, les sourcils, les vêtements, le slip, tout reste intact. Et heureusement. Comment se transformer en monstre gigantesque ? C'est assez commun dans les animés que le héros puisse se transformer en monstre de la taille d'un immeuble. Un truc souvent illogique avec ce concept, c'est, encore une fois, les vêtements. Regardez One Piece. Comment tu peux multiplier ta taille par 10 et garder tes sapes ? On va dire que c'est de l'élastane. Un manga a essayé d'être le plus réaliste possible à ce niveau. C'est l'attaque des titans. L'histoire d'un monde médiéval où d'horribles titans dévorent les humains, obligés de se réfugier derrière de hautes murailles. L'auteur fait vraiment attention à la crédibilité de son œuvre. Il a même sorti un livre sobrement intitulé « La science de l'attaque des titans » pour parler en détail du fonctionnement et des propriétés physiques de ces monstres. On trouve donc des chapitres expliquant scientifiquement pourquoi les titans peuvent se régénérer si rapidement ou à quelle vitesse maximale ils peuvent se déplacer. Sauf que voilà, un géant dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Robert Wadlow mesurait 2,70 m pour 220 kg et son corps ne le supportait pas. Dans l'attaque des titans, c'est pas 2,70 m, c'est 60 mètres de haut. Et 60 mètres de chair et de muscles, ça pèse théoriquement 700 000 kilos. Et vous vous en doutez, ça pose quelques petits problèmes de physique. Déjà, le titan ne peut pas avoir la force nécessaire pour soutenir sa propre masse. Et ce, à cause d'une règle physique très simple, le volume augmente plus vite que la surface. Si vous voulez la démonstration technique, je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Dirty Biology, Godzilla aurait-il pu exister ? On y apprend que Godzilla devrait être incroyablement musclé, avoir un cœur énorme capable de pomper le sang partout dans son corps, et surtout avoir des os particulièrement épais pour ne pas se briser. Et même des os pas en calcium, mais plutôt un métal ultra résistant. L'auteur néanmoins est conscient de ça. Les jambes des titans sont très épaisses. Au début, je pensais que l'auteur savait pas dessiner, mais non, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Le manga a aussi une explication sur le problème que pose la masse. Les titans seraient en réalité légers, un peu fantomatiques et gazeux. Ce qui expliquerait pourquoi le héros peut se transformer en titan. Parce que s'il avait constamment concentré en lui la masse totale du titan, il pèserait des tonnes. Et je peux vous jurer que ces acrobaties aériennes ressembleraient plus à un tacos qu'à viande. Alors oui, faut pas être un génie pour comprendre que ces œuvres sont de la fiction, qu'il y a forcément une part de « ta gueule c'est magique ». Mais je trouvais ça intéressant d'utiliser ces éléments pour apprendre un peu de science, pour aussi chercher à crédibiliser ces univers qu'on aime tant. Je me souviens plus jeune avoir particulièrement apprécié Naruto pour le soin qu'il apportait aux explications scientifiques. Ok, le chakra n'existe pas dans la vraie vie, mais dans Naruto il y a des règles. Le corps a un système chakratique et on peut pas faire n'importe quoi avec. Enfin presque. Bon les gars, 60% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors comme Jotaro ou le fait, il est temps de cliquer. Bombarde-moi de coups ces deux petits boutons. Je tenais à remercier le bro Teromic qui, à chaque fois qu'il met sur une vidéo, c'est toujours incroyable. Pensez à le suivre sur Twitter et nous aussi par la même occasion. Instagram, pendant qu'on y est, vu qu'on est juste 5000. Tu peux aussi m'apporter un petit coca et tout. Non, c'est bon. Bon allez, j'arrête de demander des trucs. Merci de m'avoir suivi les amis. Ciao!